l'espace culture. Nous reprenons notre cycle dans le cadre des rendez-vous d'Archimède, cycle de conférences sur le thème à propos du nucléaire. Nous en sommes à la dernière conférence avant la journée d'études qui aura lieu le 2 avril, mardi 2 avril, sur le thème Sciences, technologie, démocratie, donc de façon beaucoup plus élargie, la façon dont les citoyens s'emparent de ces questions d'avancées technologiques et donc de démocratie. Ce soir, nous allons aborder le thème de la transition énergétique et géopolitique du nucléaire avec Bernard Laponche. Bonsoir. Bernard Laponche, que notre animateur de ce soir va présenter. Ce n'est pas Sylvie Larrière qui a eu un empêchement, qui n'a pas pu venir, mais c'est Bertrand Boquet, qui est physicien, rattaché au laboratoire CITE à l'IEMN, l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie, et de l'IUT de Lille 1. Et par ailleurs, Bertrand Boquet fait partie du Conseil de l'espace culture. Voilà, je lui laisse la parole pour présenter Bernard Laponche. Merci Jacques. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Laponche, qui est ingénieur polytechnicien, docteur et sciences en physique des réacteurs nucléaires, ancien directeur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ancien conseiller technique auprès de Dominique Voynet, membre de l'association Global Chance, qui se veut être un lieu d'expertise indépendante dans le débat sur l'énergie et l'environnement. Et d'ailleurs, ici, vous pouvez avoir à disposition donc, le dernier cahier de l'association. Je pense que vous êtes actuellement aussi consultant international indépendant dans les domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique pour le compte de l'ADEME et de l'Agence française de développement, notamment pour la Tunisie et la Chine. Vous êtes l'auteur de Maîtriser la consommation d'énergie aux éditions Le Pommier en 2004 et co-auteur avec Benjamin Dessus de En finir avec le nucléaire, paru au Seuil en 2011, ce livre. Vous allez donc nous parler ce soir de transition énergétique mais aussi aborder quelques notions peut-être de géopolitique du nucléaire. Alors je trouve d'ailleurs assez intéressant de faire ce rapprochement et ce lien qui existe de façon assez éclatante dans la ressource énergétique qu'est le pétrole, par exemple. Alors déjà, si je ne m'abuse, à partir du premier choc pétrolier en 1973, s'est posée la question d'une transition énergétique liée bien entendu à l'augmentation brutale du brut de pétrole, mais aussi à la soudaine découverte de notre dépendance par rapport à cette ressource. Alors pourtant, malgré un intérêt pour les énergies renouvelables comme la mise en service du four solaire d'Odeio en 1970, c'est finalement le programme électronucléaire qui l'emporte, en tout cas pour la production d'une électricité à bon marché. Bon. Alors aujourd'hui, nous assistons encore à la poursuite des modes de consommation d'énergie essentiellement basés sur les sources d'énergie de stock, donc stock pétrole, gaz, charbon, uranium, qui commence d'ailleurs à se heurter à des contraintes majeures dont vous allez, je pense, nous en expliciter les causes. Nous allons nous focaliser principalement ce soir sur l'énergie nucléaire, très différente par son mode d'exploitation des trois précédentes. Il sera aussi intéressant d'étendre la discussion au-delà des aspects purement scientifiques et techniques pour s'interroger sur l'accès à la ressource, dont l'actualité nous parle d'ailleurs beaucoup en ce moment, mais aussi des risques peut-être liés à la prolifération des matières fissiles. Donc je vous cède la parole pour un exposé d'une 50aine de minutes qui nous laissera largement le temps d'échanger, de débattre avec la salle. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir.
Il faut que je passe en diaporama, je pense. Affichage, diaporama. On y voit, moi je vois. Vous voyez, bon, donc je peux y aller. Donc le titre vous a été dit de cet exposé, sachant que on parle, vous savez qu'il y a un débat sur l'énergie en France actuellement, qui est quand même assez confidentiel, mais bon, un certain nombre de gens sont au courant que ça existe, et il faut beaucoup regretter le fait que ça reste extraordinairement hexagonal. C'est-à-dire on continue à discuter comme si la France était toute seule, et c'est pas mal de comprendre que cette question de la transition énergétique, qui est discutée pour la France, s'inscrit en fait dans un mouvement mondial qui est pratiquement une obligation. C'est-à-dire que c'est pas tellement de se disputer sur la transition énergétique, c'est plutôt d'essayer de savoir comment on va faire pour la réaliser. Et on comprend la nécessité de cette transition justement en se plaçant dans une problématique mondiale que je vais très rapidement vous présenter. Et la deuxième question qui, elle, est plus particulière à la France, c'est la question du nucléaire, puisqu'on verra qu'au niveau mondial, ça joue un rôle tout à fait secondaire, voire négligeable. Mais par contre, ça a un rôle important en France. Et donc, c'est une question qui devrait quand même arriver à apparaître dans le débat, ce qui n'est encore pas le cas actuellement. Alors, très rapidement, le plan de la présentation, ce sera donc, première partie, la nécessaire transition énergétique mondiale, et j'insiste bien sur le mot mondial. Deuxièmement, la question du nucléaire, c'est-à-dire à la fois, grosso modo, qu'est-ce que c'est et les problèmes que ça pose, en particulier la question des risques, et donc l'application des deux idées à la France, et la transition énergétique est sortie du nucléaire en France. En gros, est-ce que c'est faisable? D'abord, est-ce que c'est souhaitable? Et ça, c'est un peu le choix citoyen de chacun et de la collectivité. Et deuxièmement, est-ce que c'est possible et faisable, dans un délai assez bref? Alors, sur la situation mondiale, c'est ce que vous avez dit, c'est que malgré les chocs pétroliers, tout ce qui s'est passé, les difficultés géopolitiques, etc., on a une consommation d'énergie mondiale qui est, comme vous voyez, j'ai pris l'année 2010 d'abord parce qu'on a l'ensemble des données statistiques pour 2010, pas toutes pour 2011, et donc c'est très représentatif de la situation mondiale, les données de 2010. Et vous avez la consommation, là, sur ce tableau, de l'ensemble des activités humaines sur la planète. Donc c'est pas toutes les énergies qui peuvent être consommées, y compris les activités des énergies. C'est bien l'énergie extérieure qui est nécessaire pour alimenter, je dirais, les activités humaines. Et le total au niveau mondial, c'est 12,7 milliards de TEP. La TEP, c'est donc la tonne équivalent pétrole, qui est une unité d'énergie, c'est l'énergie qui est libérée par la combustion d'une tonne de pétrole, et on ramène les autres unités énergétiques à cette unité-là, qui est commode, parce qu'on comprend assez bien qu'est-ce que c'est qu'une tonne de pétrole. Alors, ce qui est important, c'est que les unités qu'on utilise couramment, c'est le kilowattheure d'électricité, le mètre cube de gaz, le ster de bois, voire le baril de pétrole. Donc la plupart des gens qui ont la radio tous les matins, on vous donne le prix du baril de pétrole, d'une part à Londres, d'autre part à New York. Pratiquement personne ne sait ce que vaut un baril de pétrole. Donc on entend ça comme une espèce de litanie. Alors ça monte, ça descend. Donc il faut 7 barils de pétrole pour faire une tonne de pétrole et donc une TEP. Donc vous pouvez faire le calcul. Du coup, quand on vous donne en dollars le matin, vous calculez combien ça fait sur l'essence. Il faut ajouter les taxes et tout, mais enfin bon. Donc on a une unité commune qui est la tonne équivalent pétrole, et avec ça on mesure toutes les autres énergies qu'on transfère en tonnes équivalent pétrole. Alors, toutes ces énergies qu'on consomme, y compris et notamment l'électricité, viennent de sources qu'on appelle les sources primaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune création de l'énergie comme ça. Et on part de sources naturelles qu'on transforme ou non pour obtenir l'énergie qu'on consomme. Et là, vous avez le camembert, la décomposition des sources d'énergie primaires, c'est-à-dire les sources d'énergie qu'on trouve dans la nature et qu'on transforme ou non pour les usages des activités humaines.
Alors, qu'est-ce que vous constatez? D'abord, le total, 12,7 milliards de TEP. Bon, on gardera ça en tête. Et deuxièmement, la source d'énergie primaire la plus consommée reste, malgré toutes les difficultés, l'augmentation de prix, etc., le pétrole. C'est à peu près un tiers, 31% de la consommation d'énergie primaire au niveau mondial, 31%. Deuxièmement, le charbon. Troisièmement, le gaz. Alors qu'on appelle gaz naturel, mais en fait, moi j'insiste sur l'adjectif gaz fossile, parce que comme le pétrole et comme le charbon, ce sont des ressources fossiles, c'est-à-dire qui sont dans la croûte terrestre et qui ont été produites il y a des milliards d'années, donc, ou des centaines de millions, je ne sais pas très bien. Et donc vous avez 81% de la consommation d'énergie primaire qui vient des combustibles fossiles. Ensuite, vous avez 6% d'uranium, la source primaire de ce qu'on appelle l'énergie, l'utilisation de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire la production d'électricité dans les centrales nucléaires. Vous en avez pas très loin. La source primaire, c'est l'uranium, et ce qu'on compte comme énergie, c'est la chaleur produite dans les réacteurs nucléaires. C'est l'énergie primaire qui est donc, d'une certaine façon, le pouvoir calorifique de l'uranium. Donc ça, c'est important à comprendre, parce que quand vous verrez les bilans officiels, vous voyez quelquefois des bilans officiels français, que ce soit dans les débats ou même dans des livres, le mot uranium n'apparaît jamais. On vous donne l'impression qu'il y a une électricité nucléaire qui est quelque chose de comme ça. En fait, l'uranium, c'est la source primaire de production de chaleur dans les réacteurs. 6%, donc 87% d'énergie de stock, c'est-à-dire de matières premières qui sont dans la croûte terrestre et qu'on obtient par l'industrie minière.